Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante, bien que ce lancement, je suis pas certain qu'il corresponde parfaitement avec le podcast qui arrive. Direction Washington pour retrouver Laure Palaise, consultante en communication d'affaires. On va parler de l'arrivée de Trump. Je suis Gauthier Saïs de la Radio des Français dans le monde. Je suis content de passer 10 minutes avec vous. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr YMCA et ce petit pas de danse nous a éblouis pour l'intronisation du 47e président des États-Unis. C'était lundi à Washington. C'est là qu'on va retrouver Laure Palaise, 10 ans d'expertise internationale, spécialiste des réseaux diplomatiques américains. Laure était sur place pour vivre cette étrange journée. Bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Bonjour Gauthier. Alors je suis très content d'échanger avec toi. La dernière fois qu'on a parlé tous les deux, c'était juste quelques heures après la victoire, la nouvelle victoire de Trump, quand on a su qu'il allait se représenter, qu'il y avait toutes les affaires en cours, qu'il allait sans doute être condamné et que finalement il décidait de se représenter en France. On entendait « Oh là là, c'est pas possible, c'est incroyable, ce mec est tordu, c'est pas... » Et voilà, et le voilà président. C'est normal, on a loupé quelque chose? Alors, le retour de Donald Trump, c'est sans doute l'un des plus grands comebacks politiques de tous les temps. Ça, c'est d'abord un point qu'il faut noter. Effectivement, c'était l'homme infréquentable, très bas dans les sondages en mars 2023. On en avait parlé tous les deux, au point que moi, je misais plutôt sur Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui a largement inspiré d'ailleurs les politiques sociétales qui aujourd'hui sont mises en place. On pourra en reparler. Mais oui, c'est une sidération un petit peu collective. Ce qu'on entend beaucoup cette semaine à Washington, c'est que le jour de la libération, la promesse d'un âge d'or, Welcome to the Golden Age, Impossible is not American, l'impossible n'est pas américain. Voilà quelques phrases chocs qui sont reprises à l'envi cette semaine dans les nombreux discours. Je me suis rendue lundi dans cette arène, pas au sein de l'arène même, mais dans l'arène du centre-ville de Washington pour essayer de comprendre. Et j'ai découvert des visages très très variés dans cette foule qui soutient Donald Trump. Voilà, des agriculteurs MAGA du Midwest, à des couples huppés, des familles afro-américaines issues de la classe moyenne, des Chinois dissidents. Des pro-life, tu sais, voilà, donc un peu de tout. C'est un homme qui est un businessman, un gars du show business, qui a déjà fait une première vague de 4 années à la tête des États-Unis et qui revient aujourd'hui contre toute attente. Sans doute que le petit coup de pistolet dans son oreille l'a aidé un peu à se remettre sur les rails. Mais cette sidération, tu la ressens comment ? Sur la forme, tu l'as dit, il y a tout un discours très viril, très musclé. On parle d'une diplomatie, d'une rhétorique, d'un programme musclé, notamment en matière internationale. C'est le mot qui revient beaucoup à la radio. Donc ça, et puis tu as parlé du YMCA, de toute cette rhétorique un peu masculiniste autour des Boy Scouts et voilà, d'un narratif un peu chrétien, etc. Bon, mais outre cette forme un petit peu, enfin, qui nous choque nous en Europe, sur le fond, c'est l'ampleur des directives prises par Donald Trump qui frappent. C'est quand même 200 mesures exécutives, décrets, proclamations, mémorandums qui ont été signés. C'est-à-dire qu'il a promulgué un nombre record de 26 décrets le premier jour de son mandat, 3 fois plus que Biden à la même date l'an dernier. Alors 3 fois plus, avec une signature 3 fois plus grande que lorsqu'il avait fait lors de sa première intronisation. Un mot sur Biden d'ailleurs, tu m'as dit, il a fait son examen de conscience. On a vu ce monsieur partir titubant un peu, voilà, il dégageait pas non plus une grande jeunesse, mais malgré tout, il a un bon bilan. Alors, Biden, il est très impopulaire aux États-Unis. C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. C'est un ressenti, si tu veux. Alors, lui justifie dans son discours de départ l'échec des démocrates par sa non-investiture par son parti. Il pense encore qu'il aurait gagné face à Donald Trump. Ça, c'est une première chose. Et à la limite, on peut débattre là-dessus pendant des jours. L'autre chose qui est plus intéressante, c'est que il regrette avoir passé plus de temps sur les politiques publiques, les policies, que sur la politique, la politique en fait. Preuve en est que par exemple son IRA, tu sais le fameux, les grandes mesures économiques de Biden qui avaient pour intérêt d'attirer des investissements et de relocaliser, ont été très mal comprises par les Américains, n'ont pas été ressenties dans la vie courante.
que, je te donne un exemple, le fameux CHIPS Act, qui était l'une des mesures phares, quand tu parles aux Américains, ils pensent à un paquet de chips. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre ces grandes mesures au nom de la sécurité nationale, au nom de la relocalisation, au nom de la fin d'un libre-échange effréné, qui ne correspond pas forcément à ce que souhaitent, ou en tout cas à ce que ressentent les Américains. Et je pense que ça, c'est une leçon de politique pour nous tous. Il y a eu un problème de com, quoi. Il a mal vendu son travail. Alors peut-être un peu de com, peut-être un peu les effets se feront ressentir plus tard. Ouais. Je voudrais quand même rappeler que les États-Unis sont le premier récipiendaire d'investissements internationaux désormais comme pays, que ce soit dans l'IA, dans l'immobilier, dans les SaaS, l'IT, etc. Et ça va en croissant. Et ça, c'est quand même le résultat de la politique de Biden, hein, la productivité, des incentives liés à la politique, aux politiques économiques. Voilà. Alors Biden est parti, Trump vient de prendre place dans son bureau de la Maison-Blanche avec des paradoxes sur son programme, aussi bien sur le fond que sur la forme. Alors voilà, donc faut retenir peut-être 3 grandes choses de tout ce qui est sorti du flux d'informations, de mesures, etc. Enfin, moi, en tout cas, je voudrais insister sur 3 points. D'abord, on retient l'urgence nationale déclarée sur la frontière avec le Mexique. L'immigration et la limitation du droit du sol, c'était une pierre angulaire de son programme électoral. Donc on y est, avec tous les aspects anticonstitutionnels, la salve de bataille judiciaire qui commence dans 22 États démocrates qui ont déjà porté plainte. Ça, c'est le premier point, l'immigration. Le deuxième, c'est l'énergie. C'est l'urgence énergétique est déclarée, comme l'urgence sur l'immigration. Le fameux drill, baby drill, qu'on entend également à longueur de journée. Nous allons forer et encore forer. Donc, l'administration Trump promet des énergies fossiles qui mettent en avant la déréglementation pour favoriser une énergie abondante et bon marché. Des banques se sont déjà retirées d'alliances sur le vert et la finance verte. Mais in fine, c'est la dominance énergétique des États-Unis qui est une valeur cardinale face à la Chine qui adopte de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est les deux grandes mesures phares. En fait, si je puis dire, en découle plein de décrets. Et pour nous, Européens, puisque tu m'as aussi interrogé là-dessus en début d'entretien, on a donc des tarifs douaniers qui sont envisagés comme un outil à tout faire, au-delà du commerce, et qui vont nous toucher. Je rappelle que les États-Unis ont un déficit de 1000 milliards de dollars, alors que la Chine connaît un surplus de 1000 milliards de dollars de son côté. Voilà. Donc, des tarifs qui arrivent, qui n'ont pas été mis en place le jour 1 de la présidence. Ça reste une menace pour l'instant. Exactement. Ça reste une menace. Voilà. Alors en l'occurrence, parlons donc des Européens. Oui. Aujourd'hui, un peu façon négociation comme il pourrait le faire pour un immeuble et pour un terrain. Il dit attention, je vais vous faire plus 25%, mais tu penses que finalement c'est agiter un gros bâton pour que derrière il y ait plein de petites négos sur plein de petits détails. Alors voilà, excuse-moi, tu m'avais posé la question des paradoxes et je n'avais pas répondu, donc ça m'offre la possibilité de répondre à cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de provocations, notamment en matière de politique internationale. Elle est abordée par Trump avec l'esprit d'un promoteur immobilier. Donc il met une avance transactionnelle du monde dans tout ce qu'il fait, assez loin finalement de son isolationnisme associé à sa doctrine America First, comme tu t'en souviens. De l'autre côté, il a nommé des gens qui, eux, sont très isolationnistes, qui cherchent vraiment une coalition contre les nations hostiles, etc., comme Marco Rubio, son nouveau secrétaire d'État. Donc voilà déjà un petit paradoxe qu'il va falloir ajuster. Après, il y aurait d'autres choses à dire sur les crypto-monnaies, sur des choses qui ont été lancées et qui sont aussi un peu paradoxales par rapport à son agenda. Il y a des grands effets d'annonce sur des grands sujets, mais qui en fait sont l'occasion de négocier plein de détails dans la foulée. C'est cet effet de premier jour très spectaculaire. Finalement, on l'a vu par exemple, il avait dit qu'il arrêterait la guerre en 24 heures. Il a finalement nommé quelqu'un pour qu'il trouve une solution en 100 jours. Ça va être comme ça pour à peu près tout, c'est-à-dire un grand effet d'annonce et derrière plein de petites négos. Oui, mais qu'on ne s'y trompe pas. Tu parles de l'Ukraine et des 100 jours. Effectivement, il avait promis de régler le conflit en 24 heures. Aujourd'hui, on est passé à beaucoup plus longtemps. Ceci dit, à Washington, aujourd'hui, on parle déjà de la reconstruction de l'Ukraine, des marchés à reconstruire. Donc, il y a toute une économie qui s'organise autour de... Voilà. Donc, oui, plein de petites... des annonces pour des mesures, mais un agenda quand même... intimement politique et économique qui sont intimement liés. Petite question, les 150 000 Français
recensés aux USA, sans doute plutôt 300 000 si on prend les Français qui sont installés là-bas. Ça va changer quelque chose, Trump, au quotidien? Les Français qui travaillent dans des entreprises privées ont un titre lié au climat ou à la DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Donc ça, c'est vrai pour les Français et les Américains aussi. Ils peuvent se faire du souci parce que, comme on l'a dit, il y a une politique à 180 degrés sur ces questions d'énergie et sociétales. Donc, le bruit qui court, c'est que tous ces gens vont être restaffés, virés, etc. Enfin, c'est assez violent. Donc ça, c'est une première chose, mais ça concerne l'ensemble des gens qui vivent sur le territoire. Et après, pour nous, Français, tu te souviens qu'on avait été impactés, notamment sur les questions de visa entrepreneur et autres choses, qui en fait étaient des mesures de rétorsion sur d'autres plans de négociation, notamment sur le E2. Ouais, des punitions en retour de choses qu'ils n'aimaient pas. On ne sait pas trop où ça va tomber. Moi, ce que je peux te dire, c'est que Donald Trump, dans son discours de Davos et encore récemment, dit que l'UE est très mauvaise pour les États-Unis, nous traite très mal, ils prennent pas nos voitures, nos produits agricoles. En fait, ils nous prennent pas grand-chose. Voilà ce qu'il a dit. Donc, ils sont bons pour des droits de douane. Donc, voilà. Alors, les Français qui vivent aux États-Unis sont impactés comme d'autres Américains par ces droits de douane, mais on ne sait pas trop où ça va tomber. C'est ça mon message. Donc, soyons anticipons, soyons proactifs et essayons de comprendre ce qui se passe d'une manière un peu plus approfondie que superficiellement ce qu'on peut parfois entendre. Laure, pour conclure, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette journée incroyable de lundi avec l'arrivée de ce 47e président? Moi, j'aimerais surtout, une leçon politique, c'est où est la gauche en fait? Comment va-t-elle se reconstruire? Comment, dans une démocratie normale, il faut une gauche et une droite. Et aujourd'hui, les observateurs évoquent déjà une nouvelle plateforme programmatique autour du terme de la sécurité pour la gauche, la safety. Alors la sécurité sociale, environnementale, personnelle, etc. Voilà, c'est une thématique qui commence à émerger un petit peu. Donc c'est peut-être ça une leçon qu'on peut retenir, c'est de se demander comment il y aura un équilibre face à ces pleins pouvoirs qu'a Donald Trump, entouré des hommes les plus riches du monde, qui vont se disputer entre eux, c'est une évidence parce que les intérêts divergent. Mais voilà, pour moi, c'est la leçon, c'est comment faire renaître une démocratie, c'est-à-dire un équilibre idéologique entre la gauche et la droite. Merci beaucoup, Laure, pour ce commentaire depuis Washington. Au plaisir de te retrouver avec ton éclairage toujours brillant. À bientôt. Merci, Gauthier, merci beaucoup. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.